Désolé, je vais plutôt aller au rythme du plus lent, comme on est en live. Donc, l'enregistrement est relancé. C'est parti. Donc ici, on va faire 3 systèmes. Alors comme je dis, si vous voyez tout de suite, il y a moyen de faire qu'un seul système, mais je vais faire 3 systèmes. J'ai mon système ici de masse 1. J'ai ma poulie. Et j'ai ma masse 2. Alors ce que je vais faire, je vais appeler le système masse 2, 2. Ça me semble un peu plus logique, hein. Hop. Et donc appeler celui du dessus le troisième. Et je peux donc dessiner mes forces. Dans mon système... Ouais, ok, ça c'était peut-être pas la meilleure idée de couleur. Allez, je vais le dessiner comme ça. Dans mon système 1, j'ai le poids et la tension. Dans mon système 2, exactement pareil, sauf que c'est un autre poids et une autre tension. Ce qui fait que dans mon système 3, ici, ma poulie est tirée à un rayon R1 par la tension 1. Là, j'ai déjà dit que c'était la même tension, ça on commence à avoir l'habitude. Et ici, ma poulie est tirée par une tension 2 à un rayon 2. Je peux donc maintenant résoudre chacun de mes systèmes. Alors, je vais choisir un système d'axe pour tous, pour aller un peu plus vite. Je vais choisir d'avoir le système d'axe, voilà, Y c'est vers le haut, X c'est vers la droite, et on va dire que ça c'est tourné dans le sens positif. Je choisis un système d'axe vraiment hyper classique en fait. Et donc maintenant je suis parti. 1, c'est la masse 1 que je regarde. Ma masse 1, elle est en dynamique. Alors ici tout va être en dynamique en fait, hein. Tout tourne. Donc, mais c'est un bon réflexe de se poser la question. Et j'ai des choses seulement selon Y. Et donc j'ai que T1 qui va vers le haut moins P1 qui va vers le bas est égal à cette masse 1 fois une accélération. Et là, il faut un peu se poser la question, tiens, est-ce qu'on va plutôt descendre ou monter? Alors là, il faut essayer de se donner une intuition. Regardons un peu ici, M1, c'est 36 kg et M2, c'est 12 kg. Donc ça veut dire qu'ici, a priori, j'ai un grand poids. Ici, j'ai un petit poids. Mais il faut faire attention, parce que ce qui va compter aussi, c'est les bras de levier. Mais ici, j'ai un grand bras de levier, alors que là, j'ai un petit bras de levier. Donc c'est assez clair qu'à gauche, où j'ai un grand bras de levier et une plus grande masse, je vais tourner vers la gauche. Je vais donc choisir... Enfin, je ne vais pas choisir, mais du coup, je sais que mon accélération, elle va aller dans ce sens-là. Alors, je vais appeler ça A1 pour l'instant. Je vais appeler ça A1 pour l'instant. Mais je pourrais appeler ça A tout de suite, hein. Ça, c'est ce que je sais pour le système 1. Je peux passer au système 2, qui est juste la masse 2. C'est aussi de la dynamique. Et j'ai donc T2 moins P2 égale M2 fois A2. Et là, il faut se rendre compte que si mon système est en train de tourner vers la gauche, j'ai A2 qui monte ainsi vers le haut. Et donc, s'il monte, il est dans le sens de mon axe. Et tantôt, j'étais un peu vite ici, visiblement. J'ai donc un plus ici. Donc, ce qui fait la différence entre les deux équations, j'ai les mêmes équations à gauche. C'est la tension moins le poids. Mais par contre, à gauche, on voit que ça va me donner une accélération vers le bas, alors qu'ici, ça me donne une accélération vers le haut. Et ceci, c'était évidemment selon Y. Je peux faire mon troisième système.
Ici, ce qui m'intéresse vraiment quand je regarde l'énoncé, c'est de trouver l'accélération angulaire T1, T2. On ne parle pas du tout de cette corde-ci qui vient jouer. Donc, moi, je vais juste l'ignorer. Maintenant, il y a évidemment ici une force qu'on pourrait appeler N, et il y a le poids sur ma poulie. Si je veux dessiner toutes les forces sur ma poulie, il y a ces deux forces-là en plus. Mais ces forces ne vont pas jouer pour tout ce qui est moment de force, ce qui va m'intéresser ici. Donc ma poulie, si je regarde selon ce sens de rotation positif par rapport à l'axe de rotation, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai le moment de force dû à T1. Ça, c'est le bras de levier qui vaut R1, qui est ici. C'est le rayon de la grande partie de la poulie, fois T1. Et ceci, ça a tendance à me faire tourner comme ceci, c'est bien le sens positif. À ça, j'ajoute T2. T2 qui est là. Et donc ici, j'ai un petit bras de levier qui est le rayon 2. Et on voit qu'avec ce bras de levier et T2, j'ai tendance à faire tourner dans l'autre sens. C'est négatif. Ici, on est en dynamique de rotation. Ça, c'est de la dynamique, puisque tout va tourner. Et donc, c'est égal à I fois alpha. Et là, encore une fois, on voit que si j'avais A1 qui allait ici vers le bas, ça veut dire que je suis en train de tourner comme ceci. Ça, c'est le sens de alpha. Donc, alpha, il est dans le sens positif. S'il est dans le sens positif, je mets un plus ici. Voici donc mes trois systèmes, mes trois équations. Et je vais passer maintenant à mon étape qui sont Monsieur, les vous liens. pouvez répéter juste pourquoi c'est moins R2 fois T2? Parce Pour le qu'au moins final, ou pour le quand R2 fois T2? eux, mais le moins du système 3, parce que si on regarde le système, il tourne au final dans le sens positif, normalement, vu que il va aller vers le haut. Oui, mais donc ça, regardez comment tourne le système. La partie système, elle est là, si tu veux. Mon système, il tourne dans le sens anti-horlogique, dans le sens trigonométrique. Et donc, j'ai un plus ici. Par contre, l'action de chaque force, j'ai ici une force T1 qui a tendance à faire tourner dans ce sens-là. Et j'ai une force ici, T2, qui a tendance à faire tourner dans l'autre sens. Maintenant, ça, c'est des tendances. Au final, c'est T1 qui l'emporte et donc on tourne vraiment comme ceci. Mais tu vois que T2, il va faire que ça va tourner moins vite. Si jamais il était dans le même sens, si jamais T2 était ici par exemple, ça tournerait plus vite. Ok, c'est parce qu'il s'oppose en fait au sens de rotation global du C'est système. c'est ça. Alors, c'est une Ok. manière de le voir. Ça, c'est pourquoi le fait qu'il s'oppose au sens de rotation, c'est la raison pour laquelle ce signe-là est différent de celui-ci, est opposé. Maintenant, pourquoi il est moins? C'est parce qu'en fait, on a choisi un sens positif à un moment. Si j'avais choisi un sens positif dans l'autre sens, j'aurais ici moins, plus et moins, tu vois. Il aurait juste chaque fois été du sens opposé du sens du système ici. T'es d'accord avec moi? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ok, J'ai compris maintenant. Merci. super. Hop là. Et donc les liens entre les systèmes. Monsieur, Oui. pourquoi on fait pas de formule avec N, T1 et T2? Alors simplement ici, tu pourrais le faire, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et en fait, d'ailleurs, pour ça, il faudrait que je vous donne la masse pour trouver le poids. Mais ici, tu vois, tout ce qui m'intéresse, c'est les tensions dans les cordes Ok. et, et l'accélération. Ouais, du Et coup, donc, c'est vrai qu'on s'en fout de N, quoi. voilà. Là, j'ai vraiment envie de me focaliser sur la poulie. Ce qui se passe ici au niveau de l'appui, pas dans cet exercice. Et le fait, si jamais on en avait besoin, là, il aurait fallu que je vous donne la masse de la poulie. Ok, ça va, merci. Pas de souci. Donc, qu'est-ce que j'ai comme lien? Alors ici, il faut à tout prix éviter le T1 égale T2 par réflexe, d'accord? C'est deux cordes complètement différentes. Il n'y a aucune raison que leur tension soit identique.
C'est clair pour tout le monde, ça? C'est pour ça que j'ai bien insisté au début qu'on était dans des gorges différentes. Donc j'avais une corde ici, une corde là. Voilà, ces cordes n'ont rien à faire l'une avec l'autre. On a A1 est égal à moins A2. Alors, on a A1 est égal à moins A2. Maintenant, moi, je vous déconseille de l'écrire comme ça. Tu vois, là, j'ai fait les vecteurs. De fait, A1, il va vers le bas, A2, il va vers le haut. Mais on a déjà géré tout ce qui était sens ici. Et comme on s'en est déjà occupé, on peut juste dire qu'en norme, l'accélération 1, si c'est 5 km par heure au carré, sera égale à l'accélération 2, qu'on peut appeler juste A du coup. D'accord? Tu vois pourquoi j'ai pas écrit de moins? Oui. Ouais, ok, super. Moi, je vous conseille vraiment, voilà, d'essayer d'enlever le plus vite possible les vecteurs. Comme ça, vous gérez toutes ces questions de signes plus haut. Et après, vous pouvez juste vous focaliser pas sur regarder, ah, mais sinon vous allez le faire deux fois. Si vous mettez une fois le moins là et une deuxième fois ici, au final, il va y avoir des soucis. Euh, ensuite, j'ai aussi comme lien le fait que ça tourne sans glisser. C'est-à-dire que ma corde, elle entraîne la poulie. Et donc, je vais avoir un lien entre l'accélération de mes objets et l'accélération angulaire. Ce lien, c'est que A est égal à quoi? Alpha fois R. Alpha fois R, je vais dire. Ok, alors maintenant j'ai une question pour vous. Mais lequel de R? Le plus grand R. Alors, pourquoi le plus grand? À cause de. Parce que c'est lui qui va entraîner le reste. Ouais. Ah bah ici, en fait, regardons chaque partie séparément. L'accélération du premier objet, ça va être l'accélération angulaire fois le rayon auquel il est. Ça, c'est par définition de l'accélération tangentielle. Et l'accélération 2, c'est l'accélération angulaire fois le rayon du deuxième objet. Et ce qui est commun, C'est que les accélérations s'évalent. ce qui est commun ici, c'est pas une corde. Vous voyez, tantôt, quand on disait qu'on avait la même accélération des deux côtés, on disait, bah oui, mais c'est logique quand on y pense. Ma corde, si elle descend d'un centimètre à gauche, elle monte d'un centimètre à droite. Mais ici, c'est pas du tout vrai. Ici, quand je suis à gauche, là, vous voyez ma souris à l'écran ou pas? Non. Non, ok, alors je vais y retourner. Quand je suis à gauche, ici, si je fais un tour d'un radian, on va dire que je vais descendre de beaucoup puisque j'ai un grand rayon. Alors qu'à droite, si je fais un tour d'un radian, je vais monter d'un tout petit peu puisque j'ai un petit rayon. Et donc, ce qui est commun entre les deux, c'est qu'ils sont attachés à la même poulie, que la poulie, elle va tourner de la même façon pour les deux. Par contre, l'accélération que ça donne, bah justement, ça dépend du rayon. C'est ce qu'on avait vu avec V égale oméga fois R ou A égale alpha fois R. Et donc ici, j'ai bien deux accélérations différentes. Et c'est pour ça que je vous disais depuis le début et que chaque fois, je m'embête à refaire A1, A2, alors que très souvent A1 égale A2. C'est qu'il faut regarder vraiment c'est quoi le lien. Et le mot ici, lien, c'est pas un hasard, ce choix de mots. C'est qu'est-ce qui relie les deux systèmes. Si c'est juste une corde, ma corde de base, elle va pas s'étendre. Et donc, j'ai la même accélération à gauche qu'à droite. Par contre, si mon lien, c'est une poulie, et ici, c'est pas des cordes ou quoi, c'est vraiment juste la poulie, bah, ce qui est commun, c'est le fait que ça tourne de la même façon. Et donc, ça va être ce alpha. Entre guillemets, j'aurais pu dire qu'il y a alpha 1 et alpha 2, mais ici, c'est clairement le même. C'est la même poulie qui tourne. Mais j'ai donc des accélérations différentes.
C'est clair ça pour tout le monde ou pas? Oui. Vous êtes sûr? Parce que là, c'est un long silence quand même. Enfin, pour moi, c'est clair en tout cas. Pour Oui. moi aussi. Pour les autres aussi? Ouais, Ouais, parce que sans votre feedback, je sais Clair et pas. net, ça. Clair comme de l'eau de roche. Parfait. Parfait, parfait. Ok, bon, bah du coup, là, on a fini la partie casse-tête. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer tout ça et on aura des jolies petites équations. Donc, je vais renoter tout en gardant mes couleurs. Comme ça, si jamais on se pose la question d'où ça vient. J'ai T1 moins P1 qui était égal à moins M1. Et puis ici, je vais remplacer ça par mon lien. Donc A1, c'est alpha fois R1. Et ça, c'est égal à A1 en fait. Je vais reprendre mon équation de mon système 2. Cette fois-ci, c'était T2 moins P2 qui est égal à plus M2. Et là, c'est fois A2. Et A2, c'était alpha fois R2. Et puis, j'avais mon dernier système, la poulie, où là, j'ai des moments de force, où j'ai R1 T1 moins R2 T2 est égal à I alpha. Et ici, on se dit qu'on est vachement bien parti, puisque j'ai trois inconnus, T1, T2 et alpha, et j'ai trois équations. La seule chose qui est moins gaie, c'est de se dire que, ben, purée, il va falloir résoudre tout ceci. Est-ce que vous avez des envies particulières pour résoudre cet exercice? Comment est-ce que vous feriez pour résoudre ça? Bon, pour ma part, j'exprime T1 dans la première équation et en bas, j'exprime T2, je peux remplacer dans la troisième. C'est ça, voilà. Ça, c'est la méthode, je dirais, la plus rapide à voir. Il y a peut-être moyen de faire un peu moins de calculs, mais en soi, à un moment, il faut se lancer. Je vous conseille à l'examen de ne pas passer 20 heures à regarder une équation en vous demandant par où l'attaquer. Souvent, le plus rapide, c'est de partir avec votre première idée. Donc ici, j'ai chaque fois isolé T1 et T2 pour les injecter ensuite. Donc j'injecte T1 et T2 dans l'équation 3. Ça veut dire, bon j'adore les couleurs, hein, que ça fait R1 fois T1. Et T1, on a trouvé que c'était P1 moins M1 alpha R1. Moins R2 fois T2. Donc rappelez-vous, ça c'est T1. Hein. T2, il est ici. C'est P2 plus M2 alpha fois R2. Ça c'est T2. Et ceci, c'est égal à I alpha. On peut tout distribuer. Donc j'ai R1 P1 moins M1 alpha R1 au carré moins R2 P2 moins M2 alpha R2 au carré égale I alpha. Alors rappelez-vous, I, je ne vais pas le remplacer parce que on me l'a juste donné comme ça. C'est là que je vous disais, il n'y a pas besoin de connaître la masse de la poulie si on vous donne directement le moment d'inertie. Ok, ce que je cherche, c'est alpha, donc je vais le mettre en évidence. Donc allez, je vais aller j'ai les termes à gauche sans alpha, R1 P1 moins R2 P2 est égal à alpha fois I plus M1 alpha R1 carré plus M2. Vous avez Oups, encore remis le alpha. merci, oui, je viens de m'en rendre compte. R2 carré.
Et alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez tantôt quand on avait dit qu'on pouvait considérer tout le système d'un coup. Quand on avait... Ah oui, non, c'est la fois précédente. Vous vous souvenez avec le lustre, on avait dit qu'on pouvait le déplier comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour faire tout le système d'un coup sans regarder les forces internes. Bah, ici, on peut faire la même chose. Ici, ça c'est la somme de mes moments de force. Regardez, ici, la masse M1, elle tire avec un poids P1 ici. Ma masse M2, elle tire avec un poids P2 ici. Et donc j'ai bien ici R1 fois P1, ça c'est mon premier terme, moins R2 fois P2, c'est mon deuxième terme. Et ça c'est égal à l'inertie totale fois alpha. Et l'inertie totale c'est quoi? C'est l'inertie de la poulie plus l'inertie de la masse 1 plus l'inertie de la masse 2 fois alpha. Ce terme-là, M1R1 carré, c'est l'inertie due à la masse 1. Et le terme-là, M2R2 carré, c'est l'inertie due à la masse 2. Donc ça, c'est une manière de le résoudre. Alors la première chose, c'est que pour le voir comme ça, il faut être vachement sûr de soi. D'être sûr qu'il n'y a pas de petits trucs en plus, de petites subtilités ou quoi. Donc moi, je vous le déconseille. Et en plus, ça vous demande de connaître les différentes formules d'inertie pour les cylindres et ici, les masses ponctuelles. Mais c'est juste pour vous montrer qu'au final, on arrive toujours à la même chose. Le seul avantage en ayant séparé toutes mes équations, c'est que ici, vous voyez, je peux trouver facilement alpha. Mais si j'ai besoin des tensions, bah, je dois revenir à ce genre d'équation. Et donc, l'avantage de tout décomposer, c'est qu'on peut vous demander n'importe quoi. Vous êtes prêt pour avoir la réponse. Vous voulez la tension, vous voulez... Bon, ici, je pourrais même demander la normale, hein, si on avait demandé selon Y. Ben, alors qu'avec ceci, c'est juste un long gros calcul pour trouver alpha et c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on ne vous le présente pas, mais c'est une bonne manière de vérifier vos résultats. On a bien ici une sorte d'inertie totale, des mr carré. Et c'est en ça que je vous demandais d'être capable de voir que l'inertie, c'est une masse fois un rayon carré. Dès que vous voyez un mr carré quelque part, c'est que c'est lié à l'inertie. Et donc ça, c'est juste pour info. C'est pour que vous le voyez. Monsieur, dans la dernière étape, là, avec les i entre parenthèses, du coup, j'ai compris qu'on a mis en évidence, en fait, par rapport à la vitesse angulaire, mais je comprends pas pourquoi le i, qui est avec le alpha, qui est censé être le i total, devient le i poulie, alors que techniquement, le fait de le mettre en évidence, ça change pas sa valeur. Donc, dans l'énoncé, on te dit que l'inertie des deux roues, oups, je suis peut-être assez loin. L'inertie des deux roues, totale, non. Donc l'inertie de la grosse poulie, formée des deux poulies, si tu veux, de la poulie bizarre, pour l'appeler comme ça, elle est de 40 kg par 40 kg mètre carré. Ça, c'est l'inertie de tout ceci. D'accord? mhm. Mais si tu regardes tout ton système d'un coup, donc ça, c'est ce que j'appelle l'inertie de la poulie, qui vaut ce que j'ai appelé I au début, puis qu'on considérait que ça, et qui vaut 40 kg mètre carré. Mais si tu regardes l'inertie totale, c'est l'inertie I de ta poulie, plus ce qui est dû à la masse 1 et ce qui est dû à la masse 2. Et c'est ça que j'ai écrit par I1 et I2. D'accord? Donc, le I dont je parlais avant, ce I-là, c'est pas l'I total, c'est le I des poulies. Monsieur? Le I total, c'est vraiment comme si on considère un seul grand système. Oui? Mais la formule de l'inertie, c'est pas mr carré sur 2? Alors, la formule de l'inertie, c'est en ponctuel, c'est ceci. Ça, c'est si tu mets des masses. Donc, par exemple, si tu imagines une barre très légère, 1 gramme, et puis que tu mets une grosse masse ici,
une grosse masse ici. Tu regardes par rapport à un axe de rotation. Ça va être la somme de la masse ici, M1, fois la distance R1 au carré, plus la distance R2 au carré, fois la masse M2. Ça, c'est la formule pour des masses ponctuelles. Par contre, quand tu as une poulie, ta masse, elle est partout. Ah, ok. Et donc, tu dois faire ça, plus 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 ça. Faire une somme comme ça, continue. Ça a un nom, je sais pas si vous le connaissez. La sommation? Ah non, une intégrale. Ça, c'est une manière d'écrire. C'est l'intégrale des éléments de masse sur R carré. Comme vous n'avez pas encore vu les intégrales normalement, l'ISAT, vous les voyez au second quadrimestre, on vous demande pas de connaître ça. Mais normalement, en fait, on peut trouver pour n'importe quelle forme d'inertie. Et si tu résous l'intégrale pour un cercle plein, tu tombes sur mr carré sur 2. Si tu fais pour une sphère, tu vas tomber sur autre chose, sur un cylindre, sur autre chose, etc. Et donc, pour ici, tes masses, c'est vraiment considéré comme des points ponctuels de part et d'autre. Et donc, il n'y a pas de... Tu vois, le poids, ça agit juste sur un centre de gravité. Il n'y a pas de 1,5. Le 1,5, c'est vraiment quand tu as le cas spécifique d'une sphère. Donc, non, l'inertie, c'est pas mr carré sur 2. Ça, c'est l'inertie spécifiquement d'une poulie. Ok, J'ai répondu ça à va. ta question? Ouais. Ouais, nickel, merci. Monsieur, C'est d'ailleurs pour ça, tu vois, comme on vous demande de... Je réponds bien à ta question. Comme on vous demande de... On ne vous demande pas de connaître l'inertie. C'est pour ça que je vous demande pas d'être capable de voir que ceci, c'est des inerties. Mais c'est intéressant de se rendre compte, voilà, si tu as une masse fois un rayon carré, et après il y aura du divisé par 2, divisé par 4, divisé par 6, en fonction de la forme exactement de l'objet. Ça, on ne vous demande pas de connaître tous les facteurs devant, mais d'être capable de vous dire un peu, ah, une masse fois un rayon carré, ça sent l'inertie. Oui. oui, c'était juste pour savoir si pour trouver l'inertie totale de tout le système, vous avez utilisé en soi la méthode de Huygens. Je sais plus le nom de la méthode. Ici, j'ai juste fait la somme des inerties, sachant qu'en fait, tu peux sommer tes inerties comme si c'était chaque fois des masses ponctuelles. Mais je sais plus le nom que ça a, honnêtement. Mais ici, c'est juste par définition de l'inertie de masse ponctuelle. Mais ça s'appelle peut-être la méthode de Huygens. C'est ça. Ça, je sais pas. Si tu veux, je peux regarder après, mais ça, je sais pas te dire. Ça va, merci. Voilà, désolé. Ok, bon. On a papoté, on a fait plein de choses. Place au calcul. Donc, Vamos. alpha, c'est R1, P1 moins R2, P2 sur l'inertie plus M1, R1 carré plus M2, R2 carré. Et là, on peut remplacer. R1, on nous disait que c'était 1,2 m. Et R2, c'était 0,4 m. L'inertie, c'était 40. Et alors maintenant, mes masses. M1, c'est 36 et M2, c'est 12. Et hop là. Ça va, donc là, je fais juste remplacer. 36 fois 1,2 au carré plus 12 fois 0,4 au carré. On tape ça à la calculette. Et si le monde est juste, on a une jolie réponse. Et je tombe sur 4,10. Et là, attention, on est en accélération angulaire, radian par seconde carré. Et tiens, juste pour le... Enfin oui, j'allais vous faire du drill SI, mais vous avez plus d'interro.
Bon. Ça, juste pour info, ça fait combien de tours par minute? Fois 180 divisé par pi. Et alors, ici, je vais vous faire des unités bizarres, tiens. Voilà. Ça vous parle, mon unité ici? Tours seconde par minute. Tours minute par seconde. Ce serait combien chaque seconde je gagne de tours par minute? Ça, si vous voulez faire ça, c'est la même chose que d'habitude. On remplace les radians par des tours. Donc, je vais le faire calmement. Ici, c'est un petit tour. Enfin, je vais pas l'écrire en grand, du coup. Pour le fun. 1 radian, c'est un 2 pi de tour. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Puisque 2 pi radian, c'est un tour. Et 1 seconde, c'est un 60e de minute. Donc j'ai ici 4,10 radians par seconde fois seconde. C'est égal à 4,10 fois 1 divisé par 2 pi tour. Je vais mettre comme ça. Fois 1 divisé, fois 1 sur 1 divisé par 60 minutes. Fois une seconde que je laisse ici. Donc ceci, c'est égal à 4,10 sur 2 pi fois 60. Et alors, ceci, ce serait une accélération, c'est je suis en tours par minute et je regarde chaque seconde combien de tours par minute je gagne. Et on tombe sur... 123 sur pi, je crois. Ouais, là, j'ai calculé carrément, mais 39,11 tours par minute par seconde. Donc, 39 tours par minute. À la grosse louche, c'est un demi-tour par seconde. À la très grosse louche. Hein, comme s'il avait 30 tours par minute. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après une seconde, ma vitesse, c'est grosso modo... Enfin, après une seconde, ma vitesse, c'est 39 tours par minute. Après 2 secondes, c'est 80 tours par minute. Après 3 secondes, c'est 120 tours par minute, etc. Donc, vous voyez que ça va aller assez vite, en fait. Hein. Ici, avec 36 kg d'un côté et 12 kg de l'autre, on va commencer à tourner vraiment vite. En soi, si vous laissez ça tomber pendant 1 minute, vous avez la vitesse d'un moteur de voiture, grosso modo. Bon, maintenant, 1 minute, c'est long, hein, mais... Voilà. Ici, mon but, c'était juste un peu... Je vous avais dit qu'on ferait un peu du SI de temps en temps pendant l'année. Ben voilà, vous devez être capable de transformer n'importe quelle unité en n'importe quelle unité bizarroïde qu'on vous demande. Là, c'est plus pour le plaisir de faire un petit rappel. Est-ce que ça a posé problème à quelqu'un, ça, à part la motivation qui est juste que j'avais envie de faire un peu de SI, ou pas? Moi, c'est le 1 sur 2 pi tour. Ça marche. Bon alors, si ça peut t'aider, tu peux te dire qu'un tour, c'est 2 pi radians. D'accord? Ouais. Et donc, si toi, tu cherches 1 radian, c'est que tu as dû diviser par 2 Ah pi. ouais, ok, ouais. Ouais, ouais, ça va. Voilà, en mode règle de 3, si ça t'aide. Ok, alors maintenant, pour pas le fun, parce que c'est demandé. On vous demandait la tension 1 et la tension 2. Alors, on a déjà nos équations ici. Hein. La tension 1 et la tension 2, c'est ceci. Et donc ça, c'est... Ok.
que vaut T1, ben, on a trouvé que T1 était égal à P1 moins M1 alpha R1. Et pareil pour T2. Ben, on avait trouvé que T2, c'était, vous l'avez ici, P2 plus M2 alpha R2. Alors, j'aime bien à chaque fois, comme je vous le dis, à l'examen, on vous demande de faire des équations, de répondre, de résoudre. Maintenant, j'aimerais bien profiter du cours à la fois pour réfléchir un peu à ce qui se passe. Typiquement, ici, vous voyez, les signes sont différents. Si on regarde un peu la situation, j'avais ici ma corde, on va la dessiner comme ça plutôt, avec P1 ici, et j'avais ici P2. Et donc, je regarde un peu la tension qu'il y a dans cette corde-là versus la tension qu'il y a dans cette corde-là. Ben, ma corde ici, ma pauvre corde ici, T2, qu'est-ce qui se passe? Elle est tirée vers le bas par le poids 2. Mais en plus, comme mon système tourne dans ce sens-là, elle est tirée vers le haut, si vous voulez, par la somme des forces, par le fait qu'on est en train de tourner. Et donc, c'est ce qui vient ici. Le fait que je suis en train d'être entraîné vers la gauche, ma tension dans la corde, elle est plus grande parce qu'elle est tirée vers le bas par P2 et elle est tirée vers le haut par la poulie qui tourne. De l'autre côté, j'ai P1 qui tire vers le bas ma corde. Bon, ma corde T1 elle est tirée vers le bas. Mais comme je tourne comme ceci, j'ai, si vous voulez, ma somme des forces qui vient pousser vers le bas. Et donc, ma corde, au lieu d'être étirée entre deux points, vous voyez ici à droite, on est tiré vers le haut et vers le bas, bah ici, elle est écrasée. Et donc, en final, j'ai un moins. La tension dans ma corde, elle va être plus petite. Et donc, si je remplace ça par les valeurs, alors j'ai pas envie de le calculer, je suis sûr que c'est juste, donc je vais juste remplacer. 183,1 et 139,7. Bon, évidemment, ici, il faut remplacer par les valeurs. Mais donc, ici, P1, c'était 36. P1, c'était 360 newtons. Et P2, c'était 120 newtons. Ça, c'est une petite discussion entre nous. L'exercice en soi, il s'arrête là, hein. Là, vous avez fini. Très bien. Mais moi, j'aime bien toujours un peu réfléchir à ce qui se passe. Et donc, on voit que P1, il est beaucoup plus grand que T1. Par contre, P2, il est plus petit que T2. Ceci, ça s'explique avec mon petit schéma. La tension dans 1, en fait, ce serait même un peu plus... Bon, ça revient exactement à la même chose, hein, mais ça a plus de sens d'écrire ça comme ça. La tension 1, elle est plus petite que le poids. Parce que la tension 1 ne doit pas, vous voyez ici ma tension dans la corde là, ne doit pas retenir le poids entièrement. Parce qu'elle est déjà poussée par en haut, donc elle n'est pas parfaitement tendue si on exagérait un peu. Alors que de l'autre côté, ma tension 2, elle est écartelée vers le haut et vers le bas, et donc elle va être plus grande que le poids, parce qu'elle va être étirée dans les deux sens. Ça, c'est un peu ce que vous pouvez voir. Et donc là, j'espère que le fait de le résoudre progressivement, ça vous permet de voilà, avoir l'habitude de mettre les forces, si jamais vous devez vous poser un problème, vous devez trouver des valeurs précises, vous êtes capable de le faire. Mais quand vous voyez un système comme ça de poulies qui tourne dans un sens, vous devez toujours vous dire que la tension qu'il y a ici va être plus petite, a priori, que la tension qui est là, par rapport à la masse. Vous voyez que T1 est plus grand que T2, parce que oui, P1 est beaucoup plus grand que T2, il est 3 fois plus grand. Mais que du fait que ça tourne, on n'est plus en statique. Et donc, très souvent, on a beaucoup d'avis qui viennent de la statique, de se dire que T1, c'est P1, T2, c'est P2. Mais dès que ça bouge, en fonction de comment ça bouge, les tensions changent. Donc, si vous deviez retenir juste une chose, attention, quand on est en dynamique,
on a toujours des tensions qui vont varier en fonction de comment ça se passe, de par où vont les masses, dans quel sens est l'accélération ou l'accélération angulaire ici. Est-ce que c'est clair là ou j'ai juste réussi à vous perdre complètement? C'est clair. C'est clair? Oui, c'est clair. Ok, super. Pour tout le monde, même ceux qui parlent pas, qui osent pas parler, faut pas hésiter, hein. C'est clair, monsieur. Ok, magnifique. Si j'ai 3 c'est clair, on va considérer que c'est clair. Alors, l'exercice suivant, on va commencer un peu à réfléchir avec l'exercice 4 et l'exercice 5. À ces moments où on supposait que la poulie était parfaite, la corde était parfaite, ça veut dire quoi une poulie parfaite? Ça veut dire quoi une corde parfaite? Ici, on vous présente ce qu'on appelle la machine d'Atwood. Alors, ça a un nom compliqué, mais c'est juste le nom du bonhomme qui l'a inventé, il n'a pas choisi. À une époque, on voulait étudier la chute libre. La chute libre, si vous vous souvenez, c'est je prends une masse, je la lâche, ça tombe à quelle vitesse? Alors Galilée, il a fait des expériences, il y a des expériences connues où on lâche un boulet de canon en haut de la tour de Pise et des trucs comme ça. Mais ce qu'il a surtout fait, c'est des plans inclinés. Le problème du plan incliné, c'est, si vous vous souvenez, pour avoir des forces de frottement et regarder à quelle vitesse ça tombe, il faut avoir μc fois n, il faut connaître bien l'angle ici. Mais pour être sûr que ça bouge, il faut que ça descende à une certaine vitesse. Et très vite, Galilée a été bloqué par le fait, en termes de précision, que ça descendait trop vite. Et donc, il faisait des grosses erreurs. Et il essayait de prouver que ça dépendait pas de la masse. Ce qu'on a discuté pas mal de fois, mais que le fait que ma caisse tombe, qu'elle fasse 10 kg ou 5 kg, c'est la même chose. Qu'en fait, les masses vont se simplifier des deux côtés. Mais ça, il avait beaucoup de mal parce que c'était très dur d'avoir la précision nécessaire. Et là est arrivé Monsieur Atwood. En fait, je pense même que c'est Sir Atwood. Qui a dit, moi je vais faire comme la chute libre, mais grâce à une poulie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, si j'ai une masse M, la somme des forces égale ma. Donc ici, la masse, c'est juste son poids. Et donc j'ai mg égale ma. Et donc l'accélération qu'on subit, c'est environ 9,81 mètres par seconde carré. Mais il s'est dit, mais si je mets une masse de part et d'autre, alors, ici, la somme de mes forces, ça va être, en exagérant un peu, par exemple sur ma masse 1, ça va être P1. Et puis si je redirige ici toutes mes forces, et P2 comme ceci. Vous voyez, puisque la tension là est constante et la tension blablabla. Grosso modo, si je simplifie très fort. Et donc, je pourrais m'arranger pour avoir des masses M1 et M2 très proches, ce qui fait que j'aurai une sorte d'accélération qui sera toute petite. Et alors là, on pourra être très précis. Donc l'idée qu'il a eue, c'est qu'entre guillemets, il voulait contrebalancer la gravité ici, petit g, avec la force due à M2, qui fait que je vais tomber très doucement et je vais pouvoir être très précis et mesurer petit g, par exemple. C'était un peu son idée. Vous voyez l'idée de l'expérience ou pas? Oui. Oui? Ok. Je prends un oui comme un oui, c'est déjà pas mal. Le plus important, c'est que vous vous manifestiez vite si c'est un non, hein, surtout. Alors nous, on va faire cette expérience. Alors on aurait pu la faire en classe, mais malheureusement, en confinement, c'est encore moins possible. Mais on va prendre tout en compte. Tout, 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 tout. C'est-à-dire que on va prendre en compte que la poulie, elle va tourner. Que ça va pas juste coulisser parfaitement. Et on va aussi ajouter ce qu'on appelle un couple résistif. Un couple résistif, vous pouvez voir ça comme le fait qu'ici, il y a un palier, par exemple. Par exemple, hein, c'est pour montrer un exemple. Ici, il n'y en a pas, elle est attachée là-haut. Enfin, quoique, en fait, s'il y en a un.
Là, quand on a attaché la poulie, il faut bien que cette corde vienne s'attacher quelque part, et ce sera sans doute ici, via un palier. Donc j'ai un palier. Et à l'intérieur du palier, on va essayer d'en faire un beau grand palier. À l'intérieur du palier, j'aurai par exemple un roulement. Bah, imaginons que ce roulement il soit un peu vieux, pas parfaitement lubrifié, qu'il y ait un petit souci. Il va donc exercer un frein. Alors ici, on ne va pas parler de force de frottement statique ou force de frottement cinétique et calculer ça avec des μs fois n. On ne va pas faire ça. Pour le cours, chaque fois qu'on vous donne un frottement au niveau d'un roulement, au niveau d'une rotation, on vous donne tout de suite ce qu'on appelle le couple résistif, c'est-à-dire la valeur. C'est un peu comme si je vous disais, la force de frottement vaut 10 newtons. Point. Bah ici, la force de frottement de rotation, donc en fait, c'est un moment de frottement, si vous voulez. Je pourrais écrire moment de frottement. Il vaut 2 Nm. Rappelez-vous, un moment de force, un couple, c'est des Nm. Et ici, on vous dit, on l'appelle taux. Alors en fait, il faut savoir qu'une autre manière d'écrire les moments de force, c'est avec la lettre taux. C'est un taux grec, c'est un T grec si vous voulez. Donc voilà, tout ça c'est pareil. Donc sur mon schéma, si je représente tout ce qui se passe, j'ai ici un couple taux F qui freine la poulie. Alors attention, ça freine, c'est le même principe que les forces de frottement. Ça veut dire que si ma poulie va par là, si on tourne dans ce sens-là, bah, le frein il s'oppose. Si jamais ma poulie tournait dans ce sens-ci, alors mon couple résistif va dans l'autre sens. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer pour l'instant? Peut-être voir comment résoudre l'exercice? Non, mais déjà voilà, le couple résistif, c'est un moment de force qui est là, qui freine le mouvement de rotation. Euh, Juste une question. Mhm. Dans les moments, il faut qu'il y ait un bras de levier. Oui. Et là, il n'y a pas de bras de levier pour le moment de taux. En fait, il va être là. Il va être là parce que tu as ton axe ici, d'accord? Et puis tu vois que tu as tes billes là et donc tu vas avoir un petit bras de levier comme ceci, Ok. avec une force de frottement qui vient là. Donc il est très léger. C'est pour ça qu'a priori tu t'attends pas à ce que ce soit très fort, mais il est là. Ok, ça va, merci. Mais souvent, comme il est très dur à visualiser ou à calculer, c'est pour ça qu'on vous donne plutôt un couple résistif. Mais de fait, ça va pas être la même chose si tu freines ta poulie ici que là. Pour la freiner, il faudra une plus petite force ici. Et ici, il faudra une beaucoup plus grande force. Tu peux voir ça avec une roue de vélo. Essaye d'arrêter une roue de vélo. Tu la fais tourner. Essaye de l'arrêter avec ton pied gentiment ici à l'extérieur. Tu vas la freiner très bien. Essaye de l'arrêter très proche du centre. Tu vas avoir très mal. Ou tu vas faire très mal au rayon de ta roue surtout. Mais... Et donc c'est la même chose. Ok, ça va, merci. Maintenant, en fait, souvent quand on parle de couple résistif, tu vas avoir plusieurs choses. Si ça c'est ton axe, tu as les billes ici, mais tes billes elles frottent là, mais elles frottent aussi avec l'extérieur, et donc tu auras deux moments. Mais bon, ça c'est un peu trop de détails, et de toute manière c'est dur à calculer. Ça, typiquement, on calcule quasi jamais, on fait une expérience. Tu regardes, tiens, s'il n'y avait pas de frottement, tu le calcules, ça devrait faire ça. Puis tu fais l'expérience, tu vois que c'est différent, tu dis, ah ok, il y a une résistance, mon roulement, il a quand même une force de frottement, un couple résistif de autant. Et puis après, il y a aussi des tables, hein, pour tel roulement qu'on connaît bien, avec tel type d'huile. Il tourne comme ça. Je peux continuer ou encore d'autres questions? Vous pouvez continuer. Ça Enfin, pour ma marche. part. Oui, bah, qui ne dit mot consent, comme qui dirait. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est mettre les forces. C'est la première partie à les forces.
Alors ici, ce qui m'intéresse vraiment, c'est encore une fois tout ce qui est rotation. Et donc, je ne vais pas m'embêter avec, il y a la normale sur l'appui et il y a le poids de la poulie, d'accord? Ça, c'est seulement quand on vous demande, tiens, c'est quoi la réaction à l'appui? Mais ici, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai vraiment envie de me concentrer sur cette poulie qui tourne. Donc, pour simplifier le schéma, désolé, je n'ai pas parlé en écrivant, je ne représente pas P poulie et N. D'accord? Je ne vais pas les mettre. Du coup, j'ai ici le poids de la masse 1 et ici le poids de la masse 2. Ça, je pense que jusque-là, je peux me permettre de le faire. J'ai ici la tension et là la tension 2. Et alors ici, justement, dans cet exercice, j'ai envie de vous montrer que ces tensions ne sont pas égales. On aurait dit T1 égale T2 si on avait une poulie et une corde en fait, mais ici c'est moins important. Parfaite. Et parfaite, ça veut dire quoi? On va voir ce que ça veut dire via cet exercice. Mais ici, je vais juste écrire, ce n'est pas le cas. Et mon but de cet exercice, c'est qu'à la fin, vous vous rendiez vraiment compte dans quel cas est-ce que c'est une bonne approximation de dire qu'une poulie est parfaite. Parce qu'évidemment, rien n'est jamais parfait dans la vie, hein, vous devez bien le savoir, vous êtes là depuis un certain temps. Mais il y a quand même des cas où c'est assez vrai. Par exemple, quand on me dit « Ah, mais il y a les forces de frottement », si je marche vers ma cuisine, il n'y a pas de force de frottement avec l'air sur moi, je marche juste vers ma cuisine, quoi. Donc, par contre, si j'ai un avion, oui, il faut en tenir compte. Donc, c'est important en tant que gens qui ont eu des cours de mécanique, d'être capable de faire la différence entre, là, c'est quelque chose qu'on peut négliger, on peut se dire, oui, la poulie, elle est parfaite, c'est bon, c'est une bonne approximation, ou se dire, non, non, je dois absolument en tenir compte. Continuons donc. Sur ma poulie, qu'est-ce que j'ai comme force? J'ai T1 ici, et j'ai T2 ici. Le tout a une distance R, et il ne faut pas oublier de mettre un couple résistif. Alors, regardons un petit peu les valeurs. J'ai M1 qui vaut, je vais écrire ici, M1 ça vaut 4 kg. M2 il vaut 1 kg. Tant qu'à faire, je vais continuer. La masse de ma poulie, c'était 1 kg aussi. Et R, c'est 10 cm. Du coup, vu mes masses, d'après vous, ça va tourner plutôt dans le sens trigonométrique ou dans le sens horlogique? Trigo. Ouais. Donc on va tourner comme ça, hein. Je vais avoir une accélération dans ce sens-là. Si j'ai une accélération dans ce sens-là, ça veut dire qu'ici, j'ai une force de frottement, un couple résistif, qui va dans l'autre sens. Je vais faire un peu plus grand. Ça va pas oublier de le noter. Ça, c'est l'ensemble des forces sur mon schéma. Que j'ai en fait. Pas T1 et T2 qui sont sur la poulie, monsieur. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dessus? Tu sais un peu plus Bah, m'aider? pourquoi est-ce que les forces s'opposent aux tensions sur les masses? Ah, donc tu as ta masse ici. Si on regarde juste la masse, elle voit une corde et la gravité. Ouais. D'accord? Donc comme il y a une corde ici, la corde, elle le tire vers le haut. Une corde, ça fait toujours tirer. Mhm. Maintenant, si on regarde juste la poulie, elle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle a une corde ici qui est avec une masse en dessous. Et donc là, tu vois que ta masse, elle va tirer tout ça vers le bas. Donc ta corde, en fait, elle tire ici Ok. ta poulie vers le bas. Et pareil de l'autre côté, ici j'ai une masse
qui va tirer la corde et qui va donc me tirer ici vers le bas. Ok. T'es sûr que c'est clair? Oui, oui, oui. Ok. Et donc j'ai ici ma poulie. Ok. C'est parti. Le système 1. C'est quoi les équations ici? Qu'est-ce que je dois faire avant toute chose? Système d'axe, Système d'axe. On le met comment? comme d'habitude. Ouais. Dans la Selon grosse. Y. Un petit classique comme ça et je vais tout mettre d'un coup. Hop. Voilà le grand classique. Du coup, selon Y, comme vous venez de le dire, quelle est mon équation pour le système 1? T1, T1 moins P1 égale à MA. T1 moins P1 est égal à moins M1A. Attention ici, on a dit que j'allais tourner comme ça, c'était mon alpha ici. Si je tourne comme ça veut dire qu'ici j'ai une accélération, je vais mettre en vert pour vous dire que c'est pas des forces mais que c'est le mouvement. Si je tourne comme ceci, c'est que j'ai une accélération A1 ici et une accélération A2 ici. Vous êtes d'accord avec moi? Monsieur, c'est ici, pas moins P1. l'accélération, elle est commune. Enfin, je veux dire, elle est identique vu qu'on a une seule corde ou pas. Oui, elle est identique. Donc ici, on pourrait mettre que A1 égale A2 égale A. Oui, exactement. Exactement. Ok. Monsieur? On va aller, comme on vient d'en parler. Attends 2 secondes. Ouais. Hop. Dans les liens, c'est la même corde. Et donc j'ai A1 égale A2 égale A. Oui, tu allais me dire quoi? Je comprends pas pourquoi vous mettez T1 moins M1. Parce que je suis fatigué, c'est P1. Ah, ok. Parce que en fait vous aviez fait une erreur pour le signe, donc j'ai pensé trop P1 très fort dans ma tête. D'accord. Donc voilà. Ça va ce même corde? Elle est inextensible, donc si ça bouge d'un centimètre à gauche, ça bouge d'un centimètre à droite, obligatoirement. Oui. Oui. Ouais. Ok. Système 2. T2 moins P2 moins plus. Et donc, ici, bon, j'aurais pu écrire tout de suite A, hein. Là, je le fais pas comme pour garder la même structure qu'avant, mais vous pouvez m'écrire tout de suite A et A là, quand vous résolvez vous-même, il n'y a aucun souci. Ok. Alors, où le fun commence, c'est évidemment avec la poulie. Alors là, on va regarder juste les rotations. Donc, je vais faire ça selon un sens et par rapport à l'axe. Que vaut le moment de force? Que vaut la somme des moments de force ici? Aucune idée. Alors T1, qu'est-ce qu'il fait comme moment de force T1 sur la poulie? Mais ça fait T1 fois R. Ouais, moi je l'écris dans l'autre sens, mais c'est pareil, hein. R fois T1, plus ou moins. Moins
RT2. Et moins RT2. Est-ce qu'il y a Moins encore un moment de force? Voilà. Ici, j'ai un couple résistif, donc je vais juste ajouter. Voilà, c'est un moment de force. Lui, c'est déjà un moment de force. Il n'y a pas de fois un bras de levier, il contient déjà cette notion de bras de levier fois une force. Et c'est moins parce que vous voyez qu'il va dans le sens anti-trigonométrique, et donc c'est moins. Et ça, c'est égal à I fois alpha, sachant que maintenant il faut regarder le sens. Et le sens, je suis dans quel sens là? Inverse, donc c'est moins. Alors ici, alpha, il tourne comme ceci. Donc c'est plus. D'accord avec moi? Mhm. Alors, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de marquer les plus, hein. Mais c'est juste pour vous rappeler qu'à chaque endroit, on n'a pas écrit ça par hasard, qu'on a réfléchi si c'était plus ou moins. Ok, dans mes liens, il y en a un deuxième qu'on peut faire. Qui vient du fait que la corde ne glisse pas. Si la corde ne glisse pas, c'est qu'elle entraîne la poulie. Et donc, si elle entraîne la poulie, il y a un lien entre A et alpha. Qui est lequel? C'est alpha Alpha fois R. fois. C'est ça. Ok. Ici, donc, on a dessiné les forces appliquées sur ce système. Maintenant, on aimerait bien trouver l'accélération de la masse M1 sans calcul numérique. Juste la formule, d'accord? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce A. C'est ça la question. Donc, c'est parti. Hop. B. Que vaut A? Alors, je vais réécrire toutes mes équations. J'avais T1 moins P1 égale moins M1A. J'avais aussi T2 moins P2 égale M2A. Et j'avais RT1 moins RT2 moins tau F égale I alpha, mais je vais déjà remplacer le alpha par A sur R. D'accord? Ça, c'était les équations que j'avais. Bah, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait auparavant, hein. C'est la même chose que l'exercice qu'on vient de faire. Ici, ça devrait vous rappeler des petites équations. Vous voyez ces équations-ci? T1 moins P1. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on a les mêmes accélérations. Mais donc, vous voyez que les poulies, à un moment, c'est tout le temps la même chose, hein. Et donc, on va le résoudre de la même façon. Ici, T1, ça vaut P1 moins M1A. T2, ça vaut P2 plus M2A. Alors là, vous retrouvez de nouveau cette histoire de moins ici, de plus ici, hein, c'est logique. Et puis on injecte. Donc ça, c'est l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3. Ceci, ça me donne R fois P1 moins M1A moins R fois P2 plus M2A moins un couple résistif égale IA sur R. Je veux isoler A, donc je peux mettre A en évidence. Je vais d'abord tout distribuer, juste pour pas aller trop vite. Donc ici, c'est juste des maths. Je ne sais pas si ça pose problème à quelqu'un, mais a priori, je me permets d'aller un peu plus vite, un peu. Et donc, je vais mettre A en évidence en envoyant le... est-ce que je le fais déjà ou pas? Allez, je vais multiplier tout par R, d'accord? Donc ici, je vais avoir du R carré, du R carré, du R carré, du R carré. Et donc ici, tau F, ça devient tau F fois R. Et mon IA sur R, ça devient juste IA.
Comme ça, je gagne un peu une étape. Et maintenant, je peux mettre mon tout d'un côté avec les A. Donc, j'ai A fois I. Ça, c'était ce terme-là. Plus, si je fais passer celui-là de l'autre côté, ça me donne M1 R carré. Alors, vous voyez que c'est pour ça que j'ai tout multiplié par R. Je referai pareil, mais M fois R carré. Plus M2 fois R carré. Et ceci est égal à P1 R carré moins P2 R carré. Monsieur, pourquoi le taux de... Enfin, je ne sais plus comment on appelle, taux de frottement, vous l'avez multiplié par R à l'étape juste avant. Parce que j'ai enlevé ce R-ci. Ah, ok, ouais. Tu vois, donc je fais fois R tout ceci. Ouais. Et donc ça devient moins le couple résistif. Ok, j'étais occupé de Ouais. noter, j'ai pas vu cette étape. Ouais, mais je l'ai un peu accéléré. Ok. Et donc ici, je vais écrire ça comme ça. J'ai A qui est égal à I plus MI R carré plus M2 R carré. Et au-dessus, j'ai M1G R carré moins M2G R carré moins tau F fois R. Voilà, voilà. Alors, si on regarde l'équation trouvée ici, vous voyez que c'est exprimé un peu différemment, mais c'est la même chose. Vous voyez qu'en haut, j'ai enlevé tous les R carrés. Et donc, si vous voulez tomber sur la même chose que dans la correction, ça devient, donc si je divise tout par R carré, d'accord? Comment je pourrais montrer ça? Attendez, je réfléchis 2 secondes. Je vais mettre R carré en évidence en haut et en dessous. C'est peut-être la meilleure manière de vous l'expliquer. Donc ça devient M1G moins M2G moins tau F sur R. Là, c'est juste pour trouver la même chose que ce que j'ai mis comme réponse. Ça devient R carré sur I R carré plus M1 plus M2. Et donc je peux supprimer mes R carrés. J'ai juste mis en évidence des deux côtés. Et j'ai un poil pas géré ma taille. Mais donc j'ai... Ah, et vous en faites pas, je le remontrerai après. C'est M1G moins M2G moins tau F sur R sur I sur R carré plus M1 plus M2. Est-ce que je peux montrer le résultat final ou est-ce qu'il y en a qui veulent encore regarder ceci? Pour moi, c'est bon. Alors, quel est l'intérêt de voir ça écrit comme ça en ayant simplifié les R? Rappelez-vous que l'inertie d'une poulie, c'est mr carré sur 2. Et donc, I sur R carré, donc I divisé par R carré, c'est grosso modo la masse de la poulie. C'est la moitié de la masse de la poulie. Et donc ici, on a vraiment en fait de nouveau du F égale ma. Ça, c'est la force sur la poulie. C'est le poids de la masse 1 moins le poids de la masse 2 moins le couple résistif. Mais le couple, comme il y a une idée de bras de levier, on va le diviser par R pour enlever cette dépendance. Et en dessous, on a la masse. C'est la masse de l'objet 1 plus la masse de l'objet 2. Et plus ici, comme je vous dis, I sur R carré, c'est égal à mr carré sur 2 sur R carré. Donc c'est égal à la moitié de la masse de la poulie. Ça, c'est l'accélération qu'on a trouvée. On voit donc maintenant que tout ceci
veut dire quoi? Bah, regardons un peu dans cet exercice la première équation qu'on avait trouvée, qui était celle-ci, l'équation 3. Donc là, j'ai fait une petite discussion. Dans cet exercice qui tient compte de tout, on voit que l'accélération, ça va dépendre de l'inertie, ça va dépendre du couple résistif. Et cette équation, elle venait de RT1 moins RT2 moins taux F égale I alpha. On va faire plusieurs cas. Imaginons qu'il n'y ait pas de couple résistif. Dans ce cas-là, si ma poulie égale 0, alors j'ai RT1 moins RT2 est égal à 0. Et donc, j'ai que T1 égale T2. C'est de la cinématique là alors? Là, non, c'est pas de la cinématique, c'est toujours de la dynamique. C'est toujours la même chose. Ici, l'inertie vaut 0. Ça veut dire que ma poulie, elle a aucune résistance, on ne demande aucune force pour la faire tourner en fait. Et donc, dire qu'une poulie est parfaite, c'est dire que l'inertie est nulle. Ici, vous voyez que mon accélération, elle va être influencée par cette inertie. Elle va être influencée comment? L'accélération, ça va être une force divisée par la masse 1 plus la masse 2 plus l'inertie de la poulie divisée par son rayon au carré. Et donc vous pouvez voir ici tout de suite que, en fait, dire que la poulie est parfaite, ça revient à dire que donc I est négligeable. Du coup, I est négligeable si I est beaucoup plus petit, enfin si I sur R carré est beaucoup plus petit que M1 plus M2. Et I sur R carré, si on a une poulie en soi, en fait, c'est si la masse de la poulie. Donc dire qu'on a une poulie parfaite, ça revient juste à dire, ok, si j'ai une masse comme ici de 4 kg et une poulie de 1 kg, c'est pas du tout négligeable. Je peux pas dire que 1 kg c'est petit comparé à 4 kg, c'est un quart. Alors même si j'ajoute les deux, 1 kg c'est pas petit comparé à 5 kg, c'est un cinquième. Donc là on peut pas dire que ma poulie est parfaite. Je dois absolument pas la négliger. Par contre, tantôt, hop, j'ai 36 kg à gauche, 12 kg à droite. L'inertie de ma poulie, c'est 40 kg mètre carré. Et son rayon, il vaut environ 1,2 mètres. D'accord? Bon, il faudrait faire une moyenne avec le 0,4, mais prenons même le... Allez, prenons une moyenne, mais on ne peut pas faire une moyenne. Hein, mais disons qu'on va être environ à 1 mètre. Donc ça veut dire que I sur R carré, c'est environ 40 kg. Peut-être 30, hein, peut-être 60, mais c'est l'ordre d'idée. Et donc, 40 kg, même 20 kg, c'est pas du tout négligeable ici. Et donc là, je ne peux pas dire que ma poulie est parfaite. Je dois en tenir absolument compte. Maintenant, si je remonte encore plus dans le passé, dans cet exercice-ci, j'ai un lustre de 121 kg et un cascadeur de 80 kg. Eh ben, ici, dire que la poulie est parfaite, ça veut dire que je compare le poids de ma poulie à 200 kg. 121 plus 80. Et donc ici, si la poulie fait 1 kg, c'est tout à fait négligeable. Si elle fait même 2-3 kg, c'est tout à fait négligeable. À partir de 10 kg, à partir de 20 kg, c'est quand même déjà 10%, ça va commencer à jouer. Et donc, ça c'est pour vous faire prendre conscience qu'on pourrait tenir compte de l'inertie de la poulie. Ça ajouterait juste des calculs en plus, pas nécessairement agréables. Et si on a 20 kg, pour ici, une poulie de 20 kg, vous imaginez déjà le bazar, hein, c'est un énorme truc.
bah, ça aurait une différence de 10%. Et donc là, on considère qu'elle est négligeable. C'est ça qu'on entend par une poulie parfaite. On ne pense pas, nous, en tant que prof, que dans le monde, il existe des poulies parfaites avec des poules parfaites qui pondent des œufs parfaits. On se dit juste que cette poulie, bah, en soi, elle est bien. Elle a une petite masse, elle ne va pas avoir un grand effet. Alors, je suis désolé, on dépasse un tout petit peu du temps, mais j'aimerais bien juste terminer cette partie-là. Pour dire que, du coup, il y a autre chose qui peut jouer. C'est si alpha égale 0. Si alpha égale 0, alors on a de nouveau RT1 moins RT2 égale 0. Et donc T1 égale T2. Et ça, alpha égale 0, c'est ce qu'on appelle la statique. Et donc quand on a un statique, on n'en a rien à faire que votre poulie soit parfaite ou pas. C'est immobile, et donc les tensions doivent être les mêmes. Point. Juste par cette équation-là. Et puis arrive le boxon. Si jamais il y a un couple résistif, alors vous voyez que c'est pas si simple. Même si I vaut 0, même si j'ai une poulie parfaite dans le sens que son inertie est nulle ou négligeable, bah mon couple résistif ici, il va faire qu'il va y avoir une différence entre les deux cordes. À gauche, je vais tirer d'une certaine façon, et la manière dont ça va être projeté pour arriver à droite, bah comme ma poulie va avoir des frottements un peu partout, je vais perdre un peu de tension dans ma corde. Et donc, c'est très simple de voir une poulie parfaite, de dire deux choses. Sa masse est négligeable et le couple résistif est négligeable. Et ça, ce sera pareil pour la statique. Même si on est en statique, si jamais il y a, vous connaissez hein, pour la statique, si jamais il y a des forces de frottement en plus, bah, ça change un peu les différentes forces. Ici, la force de frottement, c'est ce qu'on appelle un couple résistif, et ça joue. Donc voilà, dans cet exercice, vous devez être capable de résoudre cet exercice, trouver les valeurs, trouver A, hein, ça c'est juste de la dynamique. Et maintenant, j'espère que ça vous clarifie un peu dans ces exercices où on avait fait un peu par magie. Ah là, la poulie, elle est parfaite, on n'en tient pas compte. Ah là, tout d'un coup, on en tient compte. Eh ben, c'est principalement lié à la masse de la poulie comparée au système. C'est toujours comparé au système parce que vous voyez, ça va être ici quelque chose qui va s'ajouter au reste. Et donc, si j'ai des toutes petites masses et que je veux être très précis, c'était le cas dans la machine d'Atwood, on va vouloir tenir compte de tout. Les couples résistifs, l'inertie de la poulie, même petite. Par contre, si j'ai un gros lustre qui tombe du plafond, qui emmène un cascadeur de 80 kg, l'inertie de la poulie, sauf si vous avez mis quelque chose de 50 kg, ça va pas du tout jouer. Voilà. Et se souvenir qu'en statique, on ne se posait pas toutes ces questions, parce qu'en statique, alpha vaut 0, et donc j'ai tout de suite l'égalité, sauf s'il y avait un couple résistif. Voilà, j'espère que c'est clair. Pour moi, le cours s'arrête ici. Je vous souhaite d'excellentes vacances de Toussaint. Reposez-vous bien, faites le plein. N'oubliez quand même pas d'aller checker vos mails de temps en temps. Imaginons qu'on ait cours de méca le lundi matin. Alors j'ai demandé à la directrice que non, mais parfois les miracles n'arrivent pas. Bah alors on vous demandera de préparer des choses pour ce cours. Donc allez quand même vérifier, je dirais samedi dans une semaine, un peu vos mails, voir ce qui se passe, si vous avez des choses à préparer. On va essayer que ce soit soft, hein, histoire que des vacances restent des vacances. Mais regardez quand même, jetez un petit coup d'œil au cas où il y aurait des choses. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, faites pas trop les fous. Même si c'est les vacances, pensez au coronavirus, pensez aux autres et à vous-même. Et à bientôt. Merci. Bonnes vacances, au revoir. Merci, bonnes vacances, au revoir. Au revoir.